Alors justement, quels moyens pour l'aide au développement et quels vecteurs? Les dons, les prêts d'argent à taux préférentiel, l'annulation de la dette, les accords de coopération, avec quelle efficacité, dans quelles conditions on en parle? Ça va être maintenant la possibilité pour vous de débattre. Sur l'annulation de la dette, on estime que pour les pays les moins avancés, une annulation totale équivalerait à un peu plus de 100 milliards de dollars. Avec, pour les pays qui ont déjà bénéficié de telles annulations ou d'aménagements très préférentiels, et pour des pays qui répondent aux critères fixés par la communauté internationale pour bénéficier de cette annulation, de réelles avancées pour les populations, notamment, je ne sais plus lequel d'entre vous parlait d'éducation tout à l'heure, voilà, M. Cherki, notamment sur la question de l'éducation et puis sur les questions d'assainissement, d'accès à l'eau ou encore à l'électricité. Je reviens à vous, M. Severino, puisque vous avez dirigé justement l'aide publique au développement. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, changer aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous conseillez à votre candidat de défendre comme politique en matière d'aide au développement sur la question notamment des dons ou des prêts d'argent aux pays les plus nécessiteux? J'ai bien sûr envie de répondre à votre question, mais avant, je voudrais juste déplorer le fait qu'on s'engage dans un débat qui retombe tout de suite dans les ornières politicardes et avoir tout de suite à rentrer dans de la polémique. Parce que, cher monsieur, par exemple, si je m'amusais à rentrer sur ce terrain-là, je vous demanderais ce qu'a dit M. Hamon dans les 3 premières années du mandat de François Hollande, où l'aide publique au développement n'a cessé de baisser. L'a-t-on entendu s'indigner contre un phénomène qui n'a cessé que parce que la COP21 est intervenue et que le président de la République, à bon escient, a souhaité complètement renouveler et accroître les moyens de l'aide. Il a eu raison de le faire. Je dirais que malheureusement, cette motivation a été trop fondée sur la seule optique de la lutte contre le réchauffement climatique et que bien d'autres composantes auraient pu être engagées maintenant. Donc je préférais qu'on ne s'engage pas là-dessus parce que, effectivement, dans ce désastre qu'a été l'allocation quantitative de l'aide dans les 15 dernières années, qui l'a vu baisser à un point qui, moi, m'a crucifié en tant que dirigeant d'un établissement public qui était chargé de la mettre en œuvre, malheureusement, gauche comme droite a eu son paquet de responsabilités, à commencer par le gouvernement de M. Jospin, puis celui de M. Chirac, puis celui de M. Sarkozy. Donc, aujourd'hui, ce qui doit nous rassembler, pour tous ceux, plutôt que de se chamailler sur des approches, encore une fois, polémiques, inutiles, c'est se mobiliser sur ce que nous devons faire en commun. Et je crois que ce qui nous rassemble ici, qui est de vouloir faire reprendre à cette politique, une place essentielle, qui est rendue légitime pour toutes les raisons qu'on a évoquées, et aussi dans laquelle nos voisins nous montrent le chemin, puisque nous ne pouvons pas dire que les 0,7% du PIB sont impossibles. Nos voisins anglais y sont parvenus. Nos voisins allemands vont déclarer sans doute pour fin 2016, dans leur prochaine déclaration au CAD, le fait qu'ils aient atteint ces 0,7%. Ils vont déclarer sans doute de l'ordre de 18-19 milliards d'euros de dette. Donc en France, nous continuons à financer aux environs de 10 milliards à peu près cette politique publique. Et en plus, la moitié de cette aide n'est pas décaissée sur le terrain, comme nous le savons, c'est l'aide dite calculée. Donc, ce que Emmanuel Macron souhaite, c'est effectivement s'engager rapidement dans cette trajectoire, construire sur effectivement les décisions qui ont été prises dans les 2 dernières années par le gouvernement de François Hollande pour garder le cap de cette croissance de l'aide. Nous souhaiterions pouvoir en débattre avec l'ensemble de la société civile à l'occasion d'une rénovation de la loi sur l'aide publique au développement. Non pas qu'elle soit caduque, mais il sera normal, après quelques années, de reprendre cette loi de programmation et de faire un nouveau grand point de concertation qui nous permettra, tous ensemble, de tracer un cheminement raisonnable de l'aide, à la fois en termes d'ambition et en termes de réalisme macroéconomique, parce que les années que nous allons vivre en France risquent d'être compliquées et nous savons qu'il faut être prudents tous ensemble, en tant que citoyens de ce pays, sur ce que nous pouvons faire. Mais sur la question qui est quand même assez sensible du vecteur, encore une fois, utilisé, plutôt du don,
plutôt Oui, du prêt. et bien sûr, et nous savons, et bien sûr, nous sommes, je crois que c'est un consensus, tout le monde sait que la répartition entre prêts et dons est aujourd'hui insatisfaisante. Il n'est pas possible, et là je réenfonce la porte qui vient d'être ouverte, de financer l'essentiel des efforts à la fois de solidarité, mais aussi de politique publique, notamment dans le Sahel, pour les secteurs sociaux à partir d'un budget de prêt. Nous n'allons pas, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que l'annulation de dette n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour. On n'a pas réendetté les pays sahéliens depuis les annulations de dette, ou extrêmement marginalement. Aujourd'hui, nous avons besoin d'accroître massivement les apports de financement en subventions, et en particulier sur ces thématiques. Ceci dit, ça ne va pas épuiser complètement le sujet de la dette. On ne va pas non plus financer l'électrification en Afrique à coût de subventions. C'est à la portée de personne quantitativement, et ça serait un non-sens également économiquement que d'aller financer des réseaux de transport d'énergie à coût de subventions. Donc on va avoir besoin de toute la palette. On va avoir besoin aussi d'intervenir dans le secteur privé. Il faut qu'on fasse émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs africains qui est la racine de la création de PIB. Donc on a besoin de tous les instruments. Et oui, la pondération est très importante. Au passage, le fait d'atteindre les 0,15% du PIB ou du RNB consacré au PMA, qui est l'autre engagement auquel nous souscrivons, dans un contexte où l'aide publique au développement elle-même augmente vers les 0,7%, va nous conduire automatiquement à des accroissements massifs du financement en subvention, puisque l'essentiel de cet objectif devra être appliqué concrètement aux pays sahéliens, aux pays francophones les plus pauvres. Donc nous allons progressivement, à un PNB à peu près égal à ce qu'il est aujourd'hui, atteindre les 4 milliards et demi par l'application de ces engagements. On va revenir sur ces destinations différentes de l'aide. Avant de vous donner la parole, Pascal Cherki, je voudrais quand même qu'on entende M. Cambon, ça fait un moment qu'on ne vous a pas entendu, sur cette question des moyens dévolus à l'aide et à la fois leur destination, mais surtout la façon dont ces moyens sont ventilés. Alors paradoxalement, je vais commencer par faire un peu de macronisme. Je suis d'accord avec vous, M. Severino, sur une bonne part de ce que vous avez dit. Alors, dire je suis d'accord, c'est être macroniste. Voilà. Alors, plus sérieusement, je pense effectivement... Manifestement, M. Cherki n'apprécie pas, mais... Alors, moi, parlons effectivement sérieusement. Je pense effectivement qu'il n'y a pas de solution miracle entre les prêts et les dons, et que nous avons à notre disposition un certain nombre de moyens qu'il faut utiliser. On ne peut pas faire de prêts, tout le monde l'a bien compris, et vous par-dessus tout, à des pays qui de toute façon ne pourront pas rembourser, ou alors si on leur fait des prêts pour des dettes qui ne rembourseront pas, c'est l'équivalent de dons. Donc personnellement, je pense qu'il faut être à la fois plus ambitieux en termes de dons. Nous sommes à 230 millions pour les prêts sur les 23 pays les plus pauvres d'Afrique. J'observe que c'est un petit peu moins que le budget d'investissement de la modeste ville de Saint-Maurice, 15 000 habitants, que j'administre dans le Val-de-Marne. Donc vous voyez ce que ça fait par pays. C'est un timbre-poste, hein, c'est un geste de politesse. Mais c'est absolument pas ça qui va répondre aux solutions. Je salue du reste la promesse de l'actuel président de la République, qui ne sera peut-être pas là pour le mettre en œuvre, mais enfin qui s'était engagé sur une progression jusqu'à 400 millions en 2022. C'est un élément, car je crois effectivement qu'il faut augmenter la capacité des dons. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Je vais venir après au prêt. Je pense qu'il faut aussi regarder l'efficacité. Je pense qu'il faut aussi ne pas avoir l'ambition peut-être d'arroser tout le monde. Nous sommes devenus, malheureusement, sur le plan financier de l'aide au développement, même si en valeur absolue, on reste le 9e contributeur, nous sommes devenus parmi les pays moyens en matière de contribution et de dons. Et donc, peut-être aurait-on intérêt, dans le cadre d'une politique européenne mieux comprise, de s'organiser pour cibler à la fois sur les pays et à la fois sur les secteurs. Je pense que le débat permettra de revenir sur ce sujet pour être plus efficace. Car, encore une fois, 10 ou 15 millions pour aider un pays au nom de la France, et de ses principes, c'est un petit peu ridicule. Donc je crois qu'on serait plus sérieux si on concentrait notre aide pour la rendre plus efficace en choisissant soit par pays, soit par secteur des objectifs et en les partageant avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les pays scandinaves, etc. Donc ça, c'est une première chose en ce qui concerne les dons.
En ce qui concerne les prêts, nous, pendant longtemps, et M. Severino, à qui je souhaite rendre hommage par sa parfaite connaissance et l'action qu'il a eue à la tête de l'EFD, j'ai eu la chance d'être administrateur de l'EFD dans ces moments-là. M. Severino connaît bien cette controverse que le Parlement régulièrement agite, plutôt prêt, plutôt don. Alors effectivement, la difficulté des prêts, c'est qu'on peut avoir l'impression d'être devenu non plus acteur du développement, mais banquier. Hein, celui qui prête, c'est un banquier. Bon, alors il prête avec des intérêts ou sans intérêts. Alors, c'est une chose, je pense qu'il y a des pays qui, eux, peuvent rembourser, et c'est du reste une forme de respect, de témoignage de dignité, de dire je vous prête de l'argent, parce que ça veut dire que vous le rembourserez. Donc, quelque part, c'est aussi dans l'échelle du développement une manière de montrer qu'un certain nombre de pays sont en situation de passer au statut d'emprunteur. Alors, le dispositif, et Jean-Michel Severino l'exposera beaucoup mieux que moi, notamment mis en place par l'AFD, qui est un grand bailleur de prêts, y compris sur des pays émergents. Moi, je pense, après avoir longtemps douté, je le dis sincèrement, c'est un très bon système. C'est un système qui s'équilibre, qui peut générer du reste d'autres ressources et qui peut effectivement, à condition de ne pas en abuser parce qu'on n'est pas devenu la Banque mondiale, c'est un système qui peut être complémentaire. Mais moi, je pense que le problème se pose au niveau du bilatéral et du multilatéral, parce que là, il y a des problèmes de lisibilité, il y a des problèmes d'efficacité, il y a des problèmes de calendrier. Hein. Une aide du Fed, elle rejoint le principal utilisateur, parfois 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard. Et ça, c'est une véritable problématique, parce qu'effectivement, ça décale le calendrier. Et donc, on peut toujours proclamer des chiffres, des engagements, des 0,7. Je dis à Pascal Cherki, encore faudrait-il qu'on se mette d'accord sur ce que l'on met dans les 0,7, parce que moi, en tant que rapporteur du budget de la coopération pendant plusieurs années, je voyais que dans les 0,7, on tenait compte, on y mettait les frais d'écolage, hein, et on y mettait l'aide au département et territoires d'outre-mer. Alors moi, je veux bien... On peut effectivement atteindre des chiffres. Vous savez, Bercy, il sait faire. Hein, quand ils veulent montrer une statistique, ils peuvent vous montrer comment il faut faire. Donc là aussi, je pense qu'il y a un effort de clarification de la statistique et des efforts que nous devons faire. Donc je pense que... il y a plusieurs instruments qui sont à notre disposition. Il y a aussi plusieurs partenaires. J'espère que cet après-midi permettra de parler du rôle des ONG, des collectivités territoriales et même des entreprises, car je crois que de nouveaux acteurs doivent être mis en résonance et que l'ensemble du dispositif doit être de partager une ambition un tout petit peu plus lourde que ce que nous avons eu jusqu'à présent. Et comme Jean-Michel Severino le dit, nous sommes tous responsables de la situation actuelle. Et je rappelle un dernier chiffre pour faire réfléchir. Les OPEX, les opérations de maintien de l'ordre, les opérations militaires, coûtent actuellement à la France 1 milliard d'euros. Alors on met ça en face des chiffres que nous évoquons et ça donne effectivement la portée de ce que coûte l'absence de l'aide au développement, puisqu'à ce moment-là, nous sommes obligés d'intervenir, et la France emporte, vous le savez, quasiment seule le poids au sein de l'Europe. C'est du reste un autre débat que nous avons régulièrement. Eh bien, quand on dépense cet argent pour des opérations militaires, on pourrait peut-être plus aider l'agriculture, l'école, l'éducation, la santé. C'est le débat de cet après-midi. Transparence de la statistique, transparence aussi de l'acheminement et de la destination des fonds, on va en parler tout à l'heure. Monsieur Cambon donne une transition toute trouvée avec vous, Pascal Cherki, puisqu'il parle effectivement des OPEX et des moyens militaires, donc des moyens de la défense, alors que votre candidat parle d'augmenter la part du PIB consacré au ministère de la Défense, enfin aux moyens accordés à la défense. 2%, si je ne m'abuse. Alors là, on est vraiment très, 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 très au-delà de l'objectif fixé pour l'aide publique au développement. C'est une question de choix. Je vais vous laisser attraper un micro. Merci. Je vais vous dire comment, mais juste, M. Severino, c'est pas de la polémique politicienne. Bon, on va essayer de ne pas réduire le débat à vous deux. Ce serait sympathique. Très honnêtement, moi, quand j'ai été élu député en 2012, je me suis retrouvé à la commission des finances. Je n'étais pas un spécialiste de l'aide au développement. Voilà. Donc, je le suis devenu un petit peu. Vous voyez, moi, je suis extrêmement modeste, M. Severino. Un tout petit peu parce que les ONG sont venus me voir. Et si les ONG n'étaient pas venus me voir pour faire le tour des députés et pour me présenter leur combat, ça se trouve, je ne m'y serais pas spontanément intéressé. Je le reconnais honnêtement. Mais je vais vous dire une chose. En 2011, l'aide publique au développement, c'était 3 527 milliards d'euros, 3 334 millions
d'euros sur la base de la mission APD, 193 millions d'euros sur la taxe des billets d'avion. Voilà. En 2017, parce qu'on s'est battu comme des chiens, monsieur Severino, c'est 3,613 milliards d'euros, 2,65 milliards sur la mission aide publique au développement qui a été diminuée de 22% parce qu'on a développé ce qu'on appelle les financements dits innovants, qui sont les billets d'avion et les taxes affectées de la TTF. Voilà. Et donc ça veut dire qu'en 5 ans, monsieur Severino, on s'est battu comme des fous, les ONG et les députés, pour augmenter la dépense de l'aide au développement de moins de 100 millions d'euros, c'est-à-dire 19 millions d'euros par an. Bon. Donc moi, je ne me sens pas comptable de ce bilan, ni de celui-là, ni de celui des gouvernements précédents. Il y a des choses que j'assume dans le bilan, mais pas ça. Je vous le dis, monsieur Severino. Et si on n'avait pas été un certain nombre de députés à s'être battus, et il y en avait aussi à droite, et je salue mon collègue qui est là, voilà, si on ne s'était pas battu là-dessus, on aurait reculé, monsieur Severino. Donc moi, je l'assume. J'assume la lucidité et l'honnêteté de dire quand il y a quelque chose qui n'a pas très bien marché, il faut le reconnaître. Voilà. Et je vous le dis, 0,7 c'est en 2022, pas en 2030. Voilà, pas en 2030. Sinon, on ne le fera pas. Bon, et je vais revenir sur la question des 2% du budget de la défense. Je veux juste terminer sur la question des outils. Il faut des prêts. Il y a des pays où il faut des prêts, on en reparlera tout à l'heure. Par exemple, dans des grandes opérations, on parle d'électrification, c'était le cas, je crois, au Kenya. Bon, si on veut qu'il y ait des opérateurs privés qui restent, mais dans le cadre d'une politique fixée par un État, ils ont besoin, pour sécuriser leur investissement, qu'il y ait des garanties. Donc il faut qu'il y ait aussi des prêts, il faut aussi qu'on soit capable de donner des garanties. Le problème qui manque, ce n'est pas les prêts, ça a été les dons, monsieur Severino, les dons. Et les pouvoirs publics, depuis des années, et l'Agence française du développement, a délaissé les dons au profit des prêts. Et ce sont les cadres de l'AFD actuellement qui nous l'ont dit, qui se sont battus avec les ONG pour nous demander que non seulement on augmente l'aide publique au développement, mais qu'on l'affecte pour qu'on puisse faire des dons. Parce que sinon, on ne peut pas agir dans le bilatéral sur la sécurité, sur la culture, je veux dire, sur l'éducation, bon, sur ces questions-là, où on ne peut pas le faire que par les prêts. Alors bien sûr qu'il faut des prêts, mais il faut aussi des dons. Et nous, on prend un engagement 1 milliard d'ici 2020 pour les dons, monsieur. Moi, je prends des engagements chiffrés. Et j'en viens à la faire des 2%. 1 milliard sur le quinquennat ou 1 milliard par an? D'ici 2020. Voilà. Et ce sera bien sûr par an, bon, pour les dons. Et donc, je viens maintenant à la question des 2%. Voilà. Je parlais du respect des normes internationales. Les 0,7, c'est une norme internationale. Bon. Les 2%, c'est quoi? C'est un besoin. Comme les 0,7, c'est aussi un besoin. Et les 2%, c'est aussi une norme. Nous sommes dans l'OTAN. Voilà. C'est 2%. Et aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que nos armées sont au taquet. Alors, comme nous, on veut faire les deux, comment on va faire? On l'a dit très concrètement. À partir du moment où nous assumons 50% des interventions de l'Europe pour des missions dites de sécurité, que ce soit en Afrique sahélienne, dans le golfe de Guinée ou dans le détroit d'Ormuz, pour sécuriser les routes commerciales, qui profitent, je dirais, à l'ensemble de l'économie européenne, il est donc normal, tant que nos autres partenaires ne sont pas à 2%, que nous retirions une partie de ces dépenses militaires du calcul des déficits, puisque nous n'agissons pas simplement dans l'intérêt de la France. Et c'est ce que nous sommes allés dire à M. Juncker, avec Benoît Hamon. Comme il serait normal, M. Severino, que les Allemands, qui ont fait un effort de solidarité, d'accueil des migrants, qui auraient dû être ceux de tous les Européens. Et moi, je ne suis pas satisfait de ce que nous avons fait sur l'accueil des migrants. Franchement, 30 000, comme on disait chez moi, là où est né mon père, en Afrique du Nord. 30 000, c'est l'engagement, mais la réalité est bien moindre. Comme on disait chez moi, en Afrique du Nord, là d'où je viens, l'Archouma, hein, quand on est la France, eh ben, je vais vous dire une chose. Je trouverais donc normal que les Allemands qui ont fait un effort très substantiel d'en accueillir plus de 800 000 puissent sortir une partie de leur calcul du déficit, une partie des sommes qu'ils ont mis sur la question des migrants. Et donc voilà, je préfère qu'on fasse ça plutôt qu'on ait cette hypocrisie de dire qu'on rentre dans le calcul de l'APD, comme certains pays européens ont la tentation de le faire, les dépenses d'accueil des migrants. Comme je ne suis pas d'accord qu'on rentre dans le calcul de l'APD des dépenses qu'on fait pour l'accueil des étudiants étrangers en France. Voilà, je le dis. Donc, c'est 0,7 consacré à l'aide au développement là-bas. Et moi, je prends des engagements chiffrés, précis. Il faut arrêter de se payer de mots. Les ONG sont capables de nous faire des discours théoriques. Elles sont capables aussi de nous amener des propositions. Le rôle des politiques, à un moment donné, dans un moment comme une campagne présidentielle, c'est de prendre des engagements qu'on puisse traduire budgétairement. Excusez-moi, je suis un membre de la Commission des Finances. Je vote des budgets, je ne vote pas simplement des discours, monsieur Severino. Georgi Kosmanovic. Georgi Kosmanovic, votre candidat Jean-Luc Mélenchon est déjà de ceux qui réclament un réaménagement de la dette, une mutualisation des dettes au niveau européen. Donc j'imagine que pour ce qui concerne le développement, il fait partie de ceux qui réclament une annulation de la dette pour les pays les plus pauvres.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous réclamons un audit de la dette, encore une fois, aussi bien en France qu'à l'international, et d'autant plus pour les pays en voie de développement. Bon, je voulais revenir sur ce que disait M. Cherki. Le problème, c'est que on fait beaucoup de promesses. François Hollande en a fait aussi. Et les promesses, d'une certaine manière, c'est très facile. Encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit au début. Alors, vous dites qu'il faut donner des chiffres très précis, mais nous sommes effectivement pour aller à 0,7% du RND d'ici 2022, et plutôt si c'est possible, pour tenir la promesse qui a été faite par d'autres de transférer que 200 millions, à partir de 2017, 200 millions d'euros de l'aide APD passent par le biais des ONG et par an, et viser le 1 milliard annuel d'ici 2022. Mais le problème, encore une fois, c'est, et pour tous les financements, non seulement celui des APD, parce que pourquoi est-ce qu'ils sont aussi faibles? C'est à cause des politiques d'austérité. Nous sommes contraints par les traités de libre-échange, par les traités européens, par Maastricht, par Lisbonne, d'obéir à des critères de convergence que, malheureusement, même Benoît Hamon ne dénonce pas. Alors c'est sympathique d'aller voir celui qui a organisé la fraude fiscale dans l'Union européenne, M. Juncker, mais concrètement, si d'aventure Benoît Hamon est élu, comment est-ce qu'il va financer, par exemple, ce 3% de la défense, qui est très étrange? Ah, mais c'était marqué 3 à un endroit, à un moment donné, je vous montrerai. Bon, mais de toute façon, c'est une augmentation. Atteindre ses objectifs pour les APD et le reste de sa politique, s'il ne dénonce pas les traités, où va-t-il se financer? Nous prenons toutes ces questions extrêmement au sérieux, et c'est pour ça que nous les adoptons du point de vue de la dette, et que c'est l'entrée même de notre programme. C'est pour ça qu'il y a pour l'Europe le plan A, plan B, qui est la dénonciation des traités et éventuellement, si ça ne marche pas lors d'une négociation, la sortie des traités. Mais c'est la seule solution avec le règlement de la dette pour pouvoir se financer. Je souhaite rappeler une chose ici, c'est que dans l'histoire de France, les grands chefs d'État de Philippe le Bel jusqu'à De Gaulle, en passant par Sully, Richelieu, Robespierre, Poincaré, ce sont des chefs d'État qui ont récusé la dette parce qu'à un moment donné, ils avaient besoin de financer leur politique publique, que ce soit l'aide au développement, l'armée ou à la santé. Et c'est le seul moyen. Si on ne passe pas par là, ce n'est pas sérieux. Alors sur le financement, je crois que vous avez au moins un point commun avec Benoît Hamon, c'est la question de la lutte contre l'évasion fiscale. J'espère qu'on a un point commun là-dessus. Effectivement, tout le monde n'en fait pas un alpha et un oméga. Non, mais nous, on en fait effectivement un alpha et un oméga. Donc, M. Cambon citait tout à l'heure le coût des OPEX réels qui est de 1 milliard, alors que c'est que 450 millions qui sont provisionnés tous les ans. Donc, on a un dépassement de plus 650 millions. En fait, c'est plus d'1 milliard. Mais l'évasion fiscale, c'est 60 à 80 milliards par an. L'aide publique aux entreprises, dont une partie est parfaitement indue, puisque le sert à financer des multinationales qui ne payent pas l'impôt en France, on arrive à un chiffre de 120 milliards. Et l'intérêt de la dette, je reviens sur cette question de la dette, parce que l'intérêt de la dette, rien qu'en France, c'est déjà le deuxième budget de l'État, c'est 54 milliards d'euros par an. Franchement, les 0,7% du RND dédié au développement, c'est pas grand-chose. Peanuts, comme diraient certains. Donc je crois qu'on peut l'atteindre vu ce qu'on donne aux oligarques.